Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis le retrait américain de l'accord nucléaire en mai 2018, rien ne va plus entre Washington et Téhéran. En rétablissant les sanctions sur une économie iranienne déjà essoufflée, le président Donald Trump a ravivé le conflit historique avec l'ennemi juré. Du coup, plus de tensions dans le golfe Persique. Aramco est même visé dans son fief saoudien. Et puis vint ce 3 janvier avec l'imprévisible assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani dans une frappe américaine à Bagdad. Mais voilà, aucun parti ne veut réellement la guerre, mais ils peuvent facilement y sombrer. Chacun joue la carte de la tension et les Iraniens, pour desserrer l'étau des sanctions sur leurs exportations, de l'autre côté, les États-Unis pour faire céder l'Iran et ses alliés de la région. Il y a donc un risque réel de conflit et sa facture s'annonce déjà plutôt salée. 10 000 milliards de dollars. Cela reste en revanche de vagues estimations d'analystes. Quelles seraient les conséquences directes et surtout indirectes de ces tensions? Qui serait touché? Comment la guerre économique sur l'Iran menace-t-elle sa stabilité et sa paix sociale déjà fragile? Nous allons ce soir analyser la situation pour vous en compagnie des experts qui ont répondu à l'invitation d'éco-débat. Et tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Erbil Mrabet, ancien doyen de la faculté d'Oujda, chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques et également chercheur associé au Centre de recherche et études en droit et sciences politiques à l'Université Bourgogne de Dijon. Bonsoir professeur et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, merci de l'invitation. En face, Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir Hafid Boutaleb. Bonsoir. Bienvenue à vous encore une fois sur le plateau d'Éco-Débat. Et également pour discuter et décortiquer les enjeux macroéconomiques et économiques de cette crise entre Téhéran et Washington. Abdrani Youmni, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur au Maroc du Global Pan-African MBA de Honoris Universities et de la Regent School en Afrique du Sud. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat qui, donc aujourd'hui, se penche, n'est-ce pas, sur cette tension entre Téhéran et Washington. Comment tout cela a commencé? Un petit rappel historique des faits et notamment de ce conflit qui date de plusieurs décennies aujourd'hui et qui n'a cessé d'impacter non seulement l'économie iranienne, mais toutes les économies qui gravitent autour. Professeur Mrabet. Bien, je crois qu'on pourrait remonter à la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation de l'Iran par le Royaume-Uni et l'ex-URSS. Les États-Unis apparaissent en ce moment-là comme plus neutres, donc ils ont une bonne image. D'ailleurs, ça s'est traduit aussi dans leur relation avec le Maroc, pas seulement avec l'Iran. Mais voilà qu'en 1953, la CIA et le MI6 maintenant participent au renversement du gouvernement Mossadegh pour une raison très simple. C'est que Mossadegh introduit des réformes sociales. Il a été élu 2 fois Premier ministre et suite à l'échec de négociations avec la société de l'époque qui est l'Anglo-Persian Oil Company, il décide de nationaliser l'industrie pétrolière iranienne. C'est ça la cause principale. Arrive le Shah, jusqu'en 1979, là il y a des relations excellentes. Mais 1979, c'est la révolution islamique de Khomeini. Et tout se détériore. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. En 1995, il y a un embargo sur le commerce avec l'Iran qui n'est levé qu'en 2016, après la signature du fameux accord nucléaire qu'on appelle en général JCPOA, en son sigle anglais, Joint Comprehensive Plan of Action, dont, comme vous l'avez souligné, se retirent les États-Unis à l'avènement de M. Trump comme président. Et là, bien sûr, les choses se détériorent, mais je crois, mais on y reviendra plus tard, que je dois souligner avant que l'économie, de par l'histoire, a toujours été un facteur de puissance. Et la puissance, c'est un moteur des États. Un facteur de conflit aussi. Facteur de conflit, bien sûr. Et plus généralement, des acteurs des relations internationales, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que les États. Il y a les grandes multinationales
qui ont vraiment beaucoup de poids dans ces relations et qui arrivent même à fléchir l'action gouvernementale de tel ou tel pays. Et donc, on est en train de chercher un équilibre, mais les relations internationales sont toujours en déséquilibre. C'est ce qui fait peut-être leur équilibre même. C'est un déséquilibre dynamique, un équilibre dynamique, si vous voulez, on peut arriver. Mais je voudrais quand même souligner deux choses. Aujourd'hui, il y a une donne nouvelle. Au XXe et XXIe siècle, les conflits, les guerres, les migrations sont devenus des entreprises économiques. Elles sont encouragées, provoquées, tout ce que vous voulez, parce qu'on en tire du profit. Très bien. Quel profit, justement? Profit économique. Profit, c'est-à-dire qu'on peut, déjà, si vous voulez, on peut avoir du cash. Oui. On vend beaucoup de choses quand on provoque une crise. On vend beaucoup d'armes. La vente d'armes, c'est de l'économie. Dans certains pays, c'est la première économie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, moi je parle par rapport aux États-Unis, se sont-ils défaits de cet impératif de contrôler, on va dire, les flux de pétrole, comme c'était le cas il y a quelques années, ne serait-ce que 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, où justement une déstabilisation des flux de pétrole impactait directement l'économie américaine? Est-ce que cela a changé? Faites vos talibs. Alors, tout d'abord, les récents événements au Moyen-Orient, notamment donc, l'assassinat du général Qassem Soleimani, et puis la riposte iranienne, etc., toute cette montée de tension n'a pas réellement impacté les cours du brut, du baril de pétrole. On a eu effectivement une petite brève, un pic qui a fait monter le baril du Brent à $68, et puis à 70 même, et après il est retombé. Le panier des pays producteurs de l'OPEC a dépassé un peu 70, puis tout redescend autour de 65, et peut-être même à long terme continuera à graviter entre 60 et 65, ce qui fait qu'il y a une tendance baissière quand même du pétrole, et, enfin, en tout cas de stagnation, et c'est difficile de maintenant voir, comme par rapport à votre question, ce qui se passait auparavant, une crise pouvant faire monter les barils du pétrole jusqu'à $150, comme ce qu'on a eu au début des années 2000, et puis peut-être impacter les économies du monde, notamment l'économie américaine, puisque l'énergie est chère et avancée comme étant un des premiers facteurs de la crise des subprimes. Et surtout que l'économie américaine dépend de moins en moins, justement, de ces énergies-là. Ils deviennent de plus en plus indépendants, notamment avec le schiste. Effectivement, il y a la production de gaz de schiste, mais qui n'est pas forcément rentable au-delà d'un certain seuil. Donc, ce qui fait maintenir les prix un peu bas. En tout cas, $60, ce n'est pas forcément bas, mais c'est un prix juste aujourd'hui par rapport au marché. D'aucuns pensent que $40 serait le prix plus juste, mais bon, aujourd'hui, c'est autour de $60. Et puis aussi, les Américains continuent quand même de contrôler les flux énergétiques. Ils sont très présents au détroit d'Ormuz. On sait que toute cette crise qu'on connaît aujourd'hui a commencé en juin 2019 avec l'attaque d'un pétrolier japonais par des Iraniens, en tout cas ce qui a été supposé être des Iraniens, et puis septembre, l'escalade avec le bombardement des installations pétrolières dans l'est de l'Arabie Saoudite par les Houthis, mais que le département d'État américain considérait être d'abord une attaque téléguidée à partir de Téhéran. Donc les Américains font très attention à leur approvisionnement en hydrocarbures de cette région, et donc font très attention à ce détroit stratégique qui s'est situé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par où transite presque la moitié des échanges pétroliers internationaux. Et par conséquent, ils sont présents, ils mettent les pendules à l'heure, ils mettent les points sur les i, comme on dit. Ils ont assassiné le numéro 2 du régime iranien. Il est supposé être considéré comme étant le numéro 2 du régime iranien par une attaque de drone. Et donc, ils ne sont plus quand même dans leur méthode d'action d'avant. Ils ne vont pas dépêcher, comme à l'époque de George Bush, 500 000 hommes sur le terrain pour détrôner le dictateur local et puis défendre leurs intérêts. Maintenant, c'est devenu, et comme l'a souligné M. Marabat, c'est le 21e siècle. On ne fait plus la guerre comme avant. Maintenant, même les guerres de masse sont en voie d'extinction. Maintenant, ce sont des unités spéciales qui font des sortes de surhommes. Ce n'est même pas d'unités spéciales, ce sont des drones. Des drones, et puis même, il y a aussi des interventions sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Donc on n'est plus dans la guerre de masse. Les affrontements sont de moins en moins sanglants, et puis
on doit le dire, le souligner, Donald Trump n'a jusque-là mené aucune guerre et il semble qu'il ne mènera aucune guerre pendant son premier mandat. Pour un républicain, c'est quand même c'est une exception. Bon, alors, la frappe iranienne, justement, sur cette base américaine en Irak, donc riposte par rapport à l'assassinat du général Qassemi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans ce conflit entre Téhéran et Washington? Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau tome, si on peut l'appeler ainsi, de ces tensions entre ces deux ennemis et ces deux rivaux historiques? Les tensions durent depuis 1979, avec la rupture définitive des relations et la nomination d'un chargé des relations, un Britannique, un Suisse, la Suisse qui est chargée de tout ce qui est diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Aujourd'hui, le nouveau tome, c'est depuis juillet 2019, où les Iraniens ont décidé de changer complètement d'approche sur le conflit géopolitique qui les lie aux Américains. Alors, ce qu'il faudrait préciser dans les deux relations, les deux approches, c'est que les Américains ont ce qu'on appelle l'approche de l'étouffement économique. L'étouffement économique, c'est-à-dire qu'empêcher les Iraniens d'importer et d'exporter le gaz et le pétrole. Parce qu'on oublie souvent le gaz dans cette équation. C'est pour ça que la Russie, peut-être, n'est pas très alliée avec l'Iran, ou n'aide pas en tout cas l'Iran. Elle est indirectement alliée. Elle est indirectement alliée avec les Iraniens. Ça concurrence justement sur le gaz, non? Ça concurrence, mais elle est indirectement alliée sur le plan de la vente d'armes, sur le plan du développement du nucléaire. Alors, les deux approches sont différentes. Il y a l'approche du collier de perles des Iraniens, le collier de perles politique. C'est-à-dire que les Iraniens essayent un petit peu d'avoir des influences un peu partout pour devenir pesants, mais pas sur le plan économique. C'est un collier de perles politique. C'est-à-dire que les Iraniens, on va les trouver au Yémen, on va les trouver en Irak, on va les trouver au Liban, et ils essaient un petit peu d'influencer par ça, parce que sur le plan économique, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont empêchés d'exporter. Et puis, ils sont empêchés aussi d'importer. Alors, on ne peut pas exporter de pétrole, on ne peut pas exporter de biens et services, on ne peut pas exporter de biens industriels, ou en même temps, on ne peut pas exporter le gaz où nous avons 16%. Donc, les Iraniens, une stratégie de collier de perles. Les Américains, stratégie de l'étouffement économique. Donc, aujourd'hui, les Iraniens, ils sont obligés de changer et d'attaquer de temps en temps. Alors, ce qui leur reste, c'est le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole journalier, 20 millions de barils, parce que le monde consomme 100 millions de barils et il y a 20 millions de barils qui passent sur le détroit d'Ormuz. Mais les Iraniens ne pourront pas y aller parce que je pense que ça va être trop risqué pour eux. Ils essayent un petit peu de faire peur, de faire des gesticulations, mais ils ne pourront pas parce que même sur le plan militaire, ils viennent de montrer qu'ils ne sont pas si puissants que ça avec cette petite frappe qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais des Iraniens un peu plus. Il y a eu un accord en 2015 qui était vraiment un accord juste et équitable pour le monde et pour la paix dans le monde et pour la paix dans la région où les Européens ont beaucoup travaillé, Barack Obama l'a accompagné et ça a permis aux Iraniens de commencer à exporter. Ils ont commencé à exporter 2 400 000 barils. Après, 2018 arrive avec la décision de Trump, dans un deal qu'il veut imposer, on passe à 1 600 000. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 000 barils. C'est insuffisant pour un pays qui dépend à 40% de ses recettes budgétaires, mais aussi de ses dépenses publiques, du pétrole, des exportations du pétrole. Ce qui m'a surpris, moi, chez les Iraniens, c'est que c'est un pays où 1/3 de la population travaille dans l'industrie. Et du coup, ils sont dans ce qu'on a appelé dans les années 80 la tactique économique de substitut importation. C'est-à-dire, vous nous empêchez d'importer, et ben on va essayer de produire nos besoins en biens et services à l'intérieur. L'autosuffisance compliquée, mais ils essayent un petit peu parce qu'ils sont obligés. C'est un petit peu à l'image de la Corée du Nord, c'est un petit peu à l'image de l'Irak après l'embargo. Et on arrivera peut-être à une relation de pétrole contre nourriture. C'est ce que certains Américains veulent. Vous pensez qu'on pourrait arriver à cela, professeur Mrabt, quand même, parce que l'Iran, vous avez parlé d'autosuffisance, c'est un pays qui reste quand même à beaucoup, certes, de faiblesses économiques, mais il a aussi des atouts.
Alors, est-ce qu'on peut arriver à ce point de pétrole contre nourriture? Est-ce que déjà c'est envisageable en 2020? Il y a le risque. La réponse nécessite de replacer ce conflit dans un contexte plus global. Mais avant, moi je ne pense pas, personnellement, parce que les États ont commencé à faire, notamment les États-Unis, l'Iran et d'autres, ont commencé à faire un peu ce qui ressemble à la guérilla qui était entreprise par des groupements armés contre des États. Aujourd'hui, il est difficile d'aller tout de go comme ça dans une guerre généralisée, globale, etc. etc. Il y a des données nouvelles aujourd'hui qui vont accentuer, si vous voulez, la pression sur l'Iran. Les États-Unis ont pu rallier aujourd'hui la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, d'accord? Ah oui. Pour demander à l'Iran de réviser l'accord sur le nucléaire sur la base proposée par Trump. Il croit aussi, surtout Boris Johnson, croit que cet accord a une grande faille parce qu'il ne s'est pas attaqué à la question du développement des missiles balistiques. Point fort de l'Iran. Point fort de l'Iran, et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça n'a pas été abordé malgré toutes les tentatives et tout le lobbying d'Israël. N'oubliez pas que Netanyahou s'est déplacé aux États-Unis, il a défié Obama, etc., mais il n'a pas pu convaincre de la nécessité d'inclure la question dans cet accord. Aujourd'hui, Trump revient à cette question aussi à cause ou grâce, comme on veut, du lobbying israélien et d'autres États, bien sûr. Des intérêts, quand ils convergent, il n'y a pas de... Et là, tout le monde commence à mettre la pression, je veux dire l'Occident. Est-ce que l'Iran va fléchir? N'oublions pas non plus qu'il a derrière lui la Chine et la Russie, plus d'autres États. La Russie et la Chine, oui, ils sont derrière l'Iran. Parce qu'ils ont aussi... en tout cas, la volonté n'a toujours pas été affichée de vraiment... en politique internationale, on n'affiche pas tout. On n'affiche pas tout. On cache plus ce qu'on affiche. Il y a beaucoup de choses qu'il faut aller chercher vraiment très profondément. Et surtout que la Chine et la Russie, on est retombé un peu, non pas dans une guerre froide, mais dans une tension qui ressemble un peu à une guerre froide ou tiède, comme on veut, parce que en fait, l'objectif des États-Unis, ce n'est pas forcément en premier lieu l'Iran. L'Iran parce que c'est l'allié de la Russie et de la Chine. Mais l'objectif lointain, c'est la Chine depuis les années 80, pas depuis hier. La Chine monte, et là aujourd'hui, elle croit que peut-être qu'elle va devenir la première puissance mondiale en 2049 à l'occasion du 100e anniversaire de la révolution chinoise. Et elle dépasse les États-Unis dans des domaines technologiques de pointe. Vous voyez ce qui s'est passé à propos de la 5G, par exemple. Aujourd'hui, la Chine a lancé un train qui marche que grâce à la 5G. Aucun être humain derrière. Que de l'intelligence artificielle à la 5G, à 350 km/h. Il y a aussi le problème, ce qui pointe à l'horizon, c'est cette route de la soie. Un projet de 21 000 milliards de dollars, 65 pays avec 65% de la population mondiale, qui prend l'Iran comme base de ça, parce que c'est la route de la soie, en fait, il y a plusieurs, c'est l'autoroute, mais il y a plusieurs routes. Il y a plusieurs routes, absolument. Nord, sud et du centre. Et l'Iran est une pièce maîtresse dans la route du centre qui va du Golfe jusqu'à la Méditerranée, y compris jusqu'au Maroc. Et c'est un projet faramineux. Puisqu'on parle, vous évoquez cela, est-ce que ça a une relation aussi avec les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et ça pourrait même les accentuer dans l'année que nous entamons. Aujourd'hui, on est dans une phase, comme je disais, de guérilla et de wait and see. C'est-à-dire, on fait des tests, on teste le rival, etc., etc. Mais je ne pense pas que la Russie, la Chine
et les autres pays, parce que ça, en principe, ça doit passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr. Et là, sur cette question, je pense que les deux vont utiliser le veto. Très bien. Quels impacts, justement, entre la crise irano-américaine ou américo-iranienne et justement les tensions existantes entre Pékin et Washington? Est-ce que cela ne risque pas, parce que vous avez parlé de cette politique de wait and see, tout cet attentisme, quel impact sur les marchés, sur l'investissement en l'occurrence, que ce soit pour les pays producteurs de pétrole ou importateurs? D'abord, l'économie aux États-Unis se porte très bien pour l'instant. Il y a des prévisions selon lesquelles en 2021, on verrait peut-être un ralentissement. Certains parlent d'une nouvelle crise économique en 2021, mais pour l'instant, tout va bien. Donc il n'y a pas d'intérêt pour l'administration américaine d'aller plus loin dans l'escalade par rapport avec l'Iran, notamment sachant qu'on est dans une année électorale. Les élections sont pour le début novembre, donc le premier mardi du mois de novembre. Et c'est une course où, pour l'instant, il semble que Donald Trump soit le premier favori, puisqu'on sait que le président sortant est souvent favori. Et puis, avec les résultats économiques et les succès quand même enregistrés à l'échelle internationale, il est quand même favori. L'absence de leadership aussi chez les démocrates. Et surtout, d'un point de vue, du point de vue de la relation avec l'Iran, on a là quand même un succès qui a été fait. M. Youmni a dit qu'il a été surpris par la riposte, oui, c'est clair. Et les républicains aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément tous acquis à Donald Trump, et on sait qu'il y a un vote de l'impeachment, la procédure d'impeachment au Sénat où les républicains sont majoritaires, mais où il y a des députés républicains qui sont flous, sur lesquels il n'y a pas de certitude. Aujourd'hui, c'est sûr qu'ils voteront tous contre cette procédure, parce que Donald Trump montre qu'il a été le chef, qu'il a pu taper un des ennemis farouches des États-Unis depuis 40 ans, sans qu'il n'y ait vraiment de riposte. Enfin, en tout cas, il y a eu 0 blessé américain. 0 blessé, voilà. Et il avait dit, si jamais il y a un seul blessé, la riposte sera très dure contre l'Iran. Donc les Iraniens ont bien compris. Hein, le fantôme de Saddam Hussein plane toujours sur la région. Donc il a pu là maintenant, on va dire d'une certaine manière, bien dompter le Parti républicain, être sûr que cette procédure d'impeachment n'ira pas plus loin. Et donc, aujourd'hui, ça me semble un peu dur d'imaginer qu'il puisse y avoir une guerre directe frontale contre l'Iran. C'est quasi impossible. Oui, mais qu'en est-il des impacts? Est-ce que justement cette wait and see, cet attentisme et aussi cette incertitude qui pèse sur cette région, qui, rappelons-le, est très très délicate et géostratégiquement et géographiquement avec tous les attributs qu'on lui connaît, est-ce que ça ne risque pas d'impacter les marchés de manière générale et l'investissement de manière plus particulière? Le prix de pétrole reste stable. Au niveau des marchés, il n'y a eu aucun impact sur les marchés. Donc la crise est clairement, d'une certaine manière, elle est artificielle. Elle n'a pas été interprétée par les marchés comme une réelle crise. Et pour revenir à la Chine, effectivement, les Américains ont considéré, en tout cas après l'arrivée de Donald Trump, que l'accord sur le nucléaire qu'avait fait Obama et que la tactique qu'avaient adoptée les démocrates avait beaucoup favorisé l'Iran et donc la poussée géostratégique de l'Iran dans la région, en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen. Et dans certains pays où il n'y a pas de conflit ouvert comme le Bahreïn. Et donc, cette poussée géostratégique a été accompagnée de l'arrivée un peu plus importante d'intérêts chinois et russes dans la région. Et donc, les Américains ont considéré que donc, cet accord sur le nucléaire favorisait des puissances économiques qui sont concurrentes à l'économie américaine. Donc les républicains, en tout cas, la nouvelle stratégie qui a été adoptée d'abord, c'est faire des sanctions ou bien des barrières tarifaires contre la Chine, ce qui a fonctionné. Les Chinois, finalement, ont fini, entre guillemets, par capituler, puisqu'ils ont signé un accord en 2019 avec les Américains par rapport à ces barrières tarifaires, et puis affaiblir le poids de l'Iran dans la région sans intervenir directement, donc par l'abrogation de l'accord sur le nucléaire. Et selon vous, c'est réussi? Oui, aujourd'hui c'est réussi puisque l'Iran est considérablement affaibli. On est à moins de 2% de croissance en Iran, ce qui est mauvais. Et puis les perspectives pour l'année prochaine sont encore plus graves. Et puis maintenant il y a des manifestations, un soulèvement social en Iran qui a été même... soulèvement social, mais en même temps, après, il y a aussi eu un rassemblement, une unité en tout cas, après l'assassinat les vidéos du Soleimani. Que nous avons, ce sont des vidéos officielles du gouvernement iranien. Bien sûr qu'il y aura toujours des pro-régime en Iran. C'est un régime révolutionnaire, donc il a toujours ses enfants. Mais le peuple iranien, on n'a aucune idée de ce qu'il pense réellement. Tout ce qu'on a pu voir, c'est qu'en 2009, il y a eu de fortes manifestations contre
la réélection de Ahmadinejad face aux candidats réformistes de l'époque, et puis qui ont été réprimés dans le sang. Et puis depuis, on a souvent des répressions. Et en 2019, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et les Nations Unies ont parlé de 1500 morts lors de la répression qu'a mené le régime iranien, des manifestations qui a eu lieu. Et 1500 morts, c'est quand même un chiffre considérable, émis par une organisation internationale neutre, et qui peut expliquer le fait que pendant 10 jours, Internet a été suspendu en Iran. Donc on a un régime qui est quand même très tendu, qui a profité de cette frappe pour mobiliser autour de lui, faire des obsèques qui sont quand même surexagérées. On a 8 millions de personnes pour un général qui visiblement n'est pas si populaire que ça. Donc, bon, bien sûr, il y a une démonstration de force, il y a la mise en scène pour un régime qui, quand même, peut être aux abois aujourd'hui et qui perd ses soutiens, puisque même si la Chine et la Russie le soutiennent, mais aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas un soutien officiel à la position iranienne. Très bien. Il y a un régime de plus en plus isolé. Nous allons continuer cette conversation et ce débat juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat consacré aujourd'hui aux impacts possibles et probables de la crise entre Washington et Téhéran. Avant la pause, Hafed Boutaleb, expert en relations internationales, nous évoquait ce point justement des questions relatives au non-impact finalement direct de cette crise entre Washington et Téhéran. Professeur Youni, quand on parle d'impact, il y a les impacts bien sûr sur le plan des marchés, notamment le marché pétrolier, les marchés actions et les investisseurs bien sûr financiers, mais il y a aussi impact économique et plutôt macroéconomique. D'abord, replacer les deux stratégies. Il y a la stratégie de Donald Trump, c'est le premier président microéconomique des États-Unis. Alors pourquoi microéconomique? Parce qu'il utilise un concept qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Et dans le dilemme du prisonnier, nous avons l'approche par le deal. Et Trump, à chaque fois, dans toutes les relations, y compris avec les Chinois, parce qu'avec les Chinois, moi je lui donne raison, ce qu'il veut sauver, c'est des milliards et des milliards d'heures de travail pour sa population et pour son peuple et pour les Américains. C'est ce qu'il est en train de réussir. Ils vont signer maintenant un contrat sur 300 ou 400 milliards de dollars d'échange. Donc on est loin de l'Iran qui est epsilon. Les États-Unis sont passés exportateurs nets de pétrole depuis l'année dernière. Et donc aujourd'hui, ils n'ont plus besoin, ils ne dépendent plus des pays du Golfe. Mais la plupart des transactions de pétrole et de gaz se passent en dollars. Et le dollar, c'est ce qu'on appelle la planche à billets américaine, et c'est ce qui permet aux Américains d'avoir cette puissance dans le monde. C'est-à-dire que tous les achats et les ventes se font dans leur devise. Ça, ils ont peur de perdre ça. Donc, face au yuan chinois. Face au yuan chinois, aujourd'hui, Trump, avec ce qu'il est en train de faire en face des Iraniens qui sont des joueurs d'échecs, donc il est un petit peu en train de gagner le duel et d'imposer. Et il veut que les Iraniens reviennent sur la table. Les Français, les Européens ont bien compris ça. Et Simrabat l'a bien précisé. Et les Français sont en train aujourd'hui d'aller dans le sens des Américains pour revenir. Maintenant, ce qui se passe sur le marché, nous avons une économie de sphères, la sphère réelle, la sphère économique. La sphère économique ne sera pas touchée. Il n'aura pas d'inflation dans le monde à cause de la flambée du prix du pétrole, sauf si le passage d'Ormuz est fermé complètement. Là, on perdra 20% de la production du pétrole, et là, il y aura une montée de ça. Mais je ne crois pas que les Iraniens sont assez fous pour faire ça. Ils ne le feront pas. Aussi, les Chinois et les Indiens, tout leur pétrole passe par là, donc ils ne vont pas accepter. Alors, la deuxième chose, sur la sphère financière, c'est sûr que quand il y a 5 $ qui montent, quand, par exemple, la société saoudienne qui a été mise dans le... Aramco a été mise, c'est presque 2000 milliards de dollars. Et elle a perdu 1,5% après le problème qu'il y a eu entre les Iraniens et les Américains. C'est sûr aussi que les sociétés pétrolières, quand le baril du pétrole augmente, c'est les premières qui profitent parce que la valeur des actions. Et c'est sûr que l'industrie, aussi, les valeurs des actions baissent. Donc, mais ça ne fait que la volatilité. Nous avons, dans cette sphère financière, marché pétrolier, nous avons deux choses qui sont toujours volatiles. C'est le cours des actions et des produits financiers et le cours du prix du baril des pétroles et des matières premières qui sont derrière.
Absolument. Une réaction, professeur Malab, et notamment par rapport à cette région du Moyen-Orient qui est déjà déstabilisée. On a la Syrie, un pays meurtri par plus de 12 ans de guerre. Le Yémen, pareil. En tout cas, ces pays-là qui sont les alliés finalement de l'Iran. Donc, c'est le collier de perles. C'est le collier de perles. Qu'en est-il par rapport à, d'abord, des économies de ces pays-là et aussi les pays riverains et notamment les monarchies du Golfe? Bien, avant ça, je voudrais juste dire que la riposte américaine pour freiner l'élan chinois et des alliés s'est traduite hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, par un projet franco-américano-anglais ou Royaume-Uni pour réformer l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui leur fait plus mal et plus peur, ce ne sont pas les sanctions. On demande bien sûr dans ce projet à l'OMC d'augmenter, d'aggraver les sanctions. Et on demande de supprimer, de s'attaquer au problème des subventions chinoises du gouvernement chinois à toutes les sociétés chinoises, qui fait un déséquilibre. C'est un peu avant, comme c'était pour le Japon, le dumping. Exactement. Exactement. Donc, et ça, comment ça va aboutir, ce sera crucial, très important. Est-ce que l'OMC va être réformé ou pas? Les Chinois travaillent en parallèle. N'oubliez pas qu'ils ont créé la Banque des infrastructures, ils ont créé une zone aussi, pas de prospérité comme le Japon, mais Meitucom, de développement commun, et ils ont fait accepter des transactions libellées en yuan, en dehors du dollar. Mais bien sûr, le dollar reste majoritaire et c'est ce qui permet aux Américains d'appliquer le principe d'extraterritorialité et d'imposer leurs sanctions. Je voudrais dire aussi que pour l'affaiblissement de l'Iran, c'est vrai qu'il y a un retour, parce que quand un pays, malgré les dissensions internes, est attaqué par l'étranger, par un autre pays, il y a resserrement des liens des Iraniens. Donc il ne faut pas minimiser ce facteur-là. Ça ne veut pas dire que les Iraniens, parce qu'ils souffrent, mais ils ont l'habitude, depuis que la crise est là, qu'ils vont s'allier aux Américains. C'est l'objectif des Américains et d'autres Occidentaux, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Ensuite, est-ce que la Chine a capitulé? Je ne suis pas d'accord avec si Hafed, parce qu'en fait, j'étais en fait là-bas quand il y avait toutes ces négociations. Il y a eu des compromis. Ce n'est pas une capitulation. La Chine ne capitule plus. Elle grignote ce qu'elle peut au maximum, mais elle ne capitule pas. C'est fini. Elle est trop puissante pour capituler. Bien sûr. Quand je dis capituler, je veux dire le mot juste est fort, mais effectivement, ils ont accepté le fait établi par Donald Trump. Ils n'ont pas fait. Ils ne s'y attendaient pas du tout à l'élection de Donald Trump. Et aujourd'hui, ils acceptent le fait accompli. Peut-être que dans les négociations, je vous fais réagir. Dans les négociations, ça veut tout dire négocier, ça veut dire marchander. Donc on marchande. Ça ne veut pas dire qu'on s'aligne sur tout ce que demande l'autre. Il y a des concessions de part et d'autre. Donc, c'est sur cette base-là que la Chine et les puissants en général travaillent et non pas sur une autre. Maintenant, pour les économies, vous savez, aujourd'hui, il y a l'économie officielle, formelle, mais il y a plusieurs autres économies. Il y a des économies, pas seulement depuis aujourd'hui, mais dans toutes les crises, il y a une économie souterraine, il y a une économie noire, il y a une économie informelle et tout ce que vous voulez. Et les États, enfin les gouvernements, je n'appelle pas ça des États, mais les gouvernements, y recourent aussi. On a vu ça avec l'Irak, pendant l'embargo, les sanctions, etc., etc. Il y a des milliers, des millions de tonnes de brut qui étaient vendus au marché noir. Comme c'est le cas, c'était le cas en Syrie, en Libye, etc. Oui. Et donc, pour ces États-là, quand c'est une question de survie, ils font un choix sur des priorités. La priorité, d'abord, c'est la survie. Et la survie, c'est être puissant autant que possible. C'est-à-dire, je m'arme, j'ai des armes, je combats, je maintiens l'esprit du combat, etc., de la lutte, pour ne pas sombrer. Donc, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne pense pas que l'Iran arrive au programme alimentaire comme pour l'Irak.
nourriture contre... Non, non, pas vous. Non, pas vous. Vous n'avez rien dit. Mais est-ce que le conflit pourrait durer dans le temps, professeur Blab? Si oui, sous quelle forme? Le conflit, il va durer, il sera quelquefois latent, quelquefois patent. C'est vrai, c'est la réalité des relations internationales aujourd'hui. Oui. Vous savez, il y a beaucoup d'États qui ont des différends profonds avec d'autres États, mais ils ne l'expriment pas. Et puis, ils vont par différents moyens ou différents chemins, négociations, médiation, tout ce que vous voulez, pour essayer de rapprocher les points de vue. C'est une fois que les conflits arrivent à... Je ne parle pas des conflits armés, c'est dans les différends, disons, quand ils arrivent à un point de tension, qui est la crise, que là, on peut craindre quelque chose. Parce que ça peut aussi dépendre d'erreurs de jugement, d'erreurs stratégiques, de calcul, d'erreurs tout simplement humaines, parce que, vous savez, ça me rappelle quelque chose que je voulais dire. Dans les années 90, il y a une vigie russe qui a sauvé le monde d'une guerre nucléaire, parce qu'il y avait des essais, et le gouvernement soviétique à l'époque croyait que l'Union soviétique était attaquée, et c'est la vigie russe, le soldat, qui a dit non, ce sont des exercices militaires, ce ne sont pas des têtes nucléaires. Voilà, une personne, par un coup de chance, qui a sauvé le monde d'une guerre nucléaire. Donc ces erreurs-là arrivent aussi. Les gens qui gouvernent partout sont aussi des humains. Et donc, je pense que le conflit reste là parce qu'au-delà, sur le long terme, c'est une partie de cartes qui se joue essentiellement entre, d'un côté, les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre côté, la Chine et ses alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont toujours les mêmes alliés qu'ils avaient avant? Est-ce que, justement, avec cette politique trumpiste, on peut l'appeler ainsi, fait de Botaleb, est-ce que, finalement, c'est toujours les mêmes qui restent aux côtés des Américains, ou les choses semblent quand même bouger? Les alliés des Américains, on a l'OTAN, à leur tête le Royaume-Uni, qui aujourd'hui est plus que jamais allié des États-Unis. Grâce au nouveau Premier ministre, notamment. Et sa position, et ses positions très similaires à celles de Donald Trump. Cette semaine, il vient d'annoncer qu'il a appelé à un nouvel accord sur le nucléaire. Donc il se porte en porte-à-faux par rapport à sa propre ministre des Affaires étrangères, qui, elle, a appelé récemment à ce que l'accord soit maintenu. Maintenant, les Britanniques s'alignent totalement sur la position américaine. Il y a les Turcs. Bon, ils sont en total accord avec les Américains sur le terrain en Syrie, et avec quelques déclarations pour montrer une certaine autonomie, mais au fond, ça reste un allié très important des Américains, où en Turquie, il y a des bases américaines, notamment la base de Engerlik, qui est une des plus importantes bases américaines dans le monde. Il y a les alliés autres, la France, l'Allemagne, qui sont totalement alliés, plus ou moins, qui restent sur l'accord de 2015 avec Donald Trump, et qui ont soutenu la frappe américaine de début janvier contre le général. Donc les Américains gardent leurs alliés, ils n'ont pas à avoir peur là-dessus. Et pour leur stratégie dans la région du Moyen-Orient, à l'époque de Paul Wolfowitz et de Dick Cheney, il y a eu cette idée du Grand Moyen-Orient, ou le chaos destructeur, qui a apparu notamment avec l'invasion de 2003, et qui n'a pas forcément porté ses fruits, puisque l'idée était de créer des petits États sur la base de confessions d'appartenance ethnique, et donc ça fonctionne difficilement, et c'est trop dangereux pour la sécurité mondiale. On a vu que l'Union européenne a été menacée avec 3 millions de réfugiés syriens, et puis le terrorisme mondial, etc. Et puis il y a eu la position des démocrates à partir de 2009 avec Barack Obama, qui a été de quasiment se retirer de la région, de faire confiance à des puissances comme l'Iran, pousser d'autres pays comme l'Arabie Saoudite à se réformer, et donc entamer des négociations. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une position intermédiaire entre les deux, du pouvoir républicain depuis 2017, de Donald Trump, c'est de se retirer de la région, effectivement, comme ce que l'ont fait les démocrates, puisque c'est plus possible d'intervenir comme ce qui s'est fait en 2003. De toute façon, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Si on voit l'Irak, par exemple, les États-Unis sont largement dépassés par l'Iran sur cette question, en tout cas sur ce pays qui reste souverain. Ils ont toujours des bases, et ils ont toujours leur relais en Irak. Mais est-ce que c'est la même mais c'est plus possible présence américaine dans la région? Oui, non, ils se sont retirés, ils ont voulu se retirer. D'abord, c'est plus économique, mais tout en maintenant une tutelle, c'est-à-dire
faire pression sur un allié comme la Turquie et bien s'assurer de son soutien, avec des fois des tweets comme Donald Trump qui avait menacé de détruire l'économie turque. Il l'a littéralement écrit sur son post Twitter. Il l'a fait en partie. Il a commencé à le faire parce que la livre turque a perdu 70% de sa valeur. On a la mise au pas de certains alliés qui s'étaient démarqués un petit peu. On a donc des interventions par drone ou par unité militaire d'hommes surentraînés sur le terrain sans qu'il y ait un mouvement de masse pour remettre à l'ordre les choses. Et on a on va dire un équilibre des puissances qui est imposé par les Américains. Les Russes sont intervenus, les Turcs sont intervenus, donc chacun a une marge de manœuvre sans que pour autant dépasser les lignes rouges qui ont été établies par Washington. Même au niveau politique, je vous donne un exemple, au lendemain de l'attaque contre Soleimani, le Parlement irakien s'est réuni pour appeler, ils ont voté la suspension de toute intervention militaire, l'arrêt de toute intervention militaire ou toute présence étrangère sur le territoire irakien, sauf que le quorum n'était pas réuni et ça a été fait bien sûr de manière délibérée, ne pas réunir le quorum pour que cette décision ne soit pas une décision exécutoire, parce que sinon ils auraient dépassé une des lignes rouges qu'a établi les Américains sur place. Et là, peut-être les réactions auraient été beaucoup plus importantes. Les députés irakiens le savaient très bien. Donc on est plus sur des réactions de forme, comme le font les Iraniens en bombardant une base américaine vide. Ou les Irakiens en votant une décision qui n'a aucune portée exécutoire, ou alors les Turcs en ayant des déclarations, mais sur le terrain continuent de collaborer d'abord avec les Américains et sur le terrain. Donc c'est un équilibre de puissance, mais Washington reste bien présente sans pour autant avoir beaucoup de boys présents sur place. Réaction, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, M. Mrabbet, après je vais faire réagir professeur Cet équilibre n'a pas été dicté par les Américains, il a été imposé par la réalité du terrain. Ça veut dire que la Russie a gagné en Syrie contre les Américains. Là où les Américains ont été, ils ont allié, soi-disant, l'Irak, mais l'Irak a basculé dans le giron de l'Iran. Ils ont été au Yémen et on voit ce qui s'est passé. Pareil. Et donc, ce n'est pas vraiment la volonté. Il n'y aura jamais de volonté américaine dans l'avenir prévisible, si vous voulez, de quitter de bon gré leurs intérêts ou une région quelconque. C'est ça. Ils ont quitté en Irak, par exemple. Ils ont profité. Beaucoup continuent de profiter des accords commerciaux. C'est un complément. Je ne vous contredis pas. Je dis simplement qu'il y a aussi ce côté-là de la réalité que les Américains ont perdu. Ça se voyait en Syrie dès que la Russie. La Russie a montré sa force d'abord en Crimée, problème de l'Ukraine. Et l'Amérique n'a rien pu faire. C'est une autre région. Non, j'y arrive. C'est-à-dire, le retour de la Russie sur la scène internationale avec le développement des armements sophistiqués, et aujourd'hui on a la preuve que ce sont des armements beaucoup plus sophistiqués que les armements américains. Déjà, la réaction des Américains est de voir maintenant comment tuer dans l'œuf une éventuelle attaque russe par des fusées qui vont à Mach 10 et plus, Mach 27. C'est 27 fois la vitesse du premier avion supersonique. Donc, ils ont envoyé tout un détachement militaire. Ils ont installé une base en Syrie. Ils ont envoyé leur marine militaire. Et à l'époque, il y avait encore Obama. Il avait menacé de faire quelque chose, mais il n'a rien pu faire. Les Américains aujourd'hui ne peuvent plus s'approcher à moins de 150 mètres des îles dans la mer de Chine, dans le sud asiatique, parce qu'ils ne peuvent pas affronter les Chinois. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est plutôt des guérillas. C'est-à-dire, ils ont testé les Chinois. Je vais vous dire comment. Ils ont envoyé un satellite laser pour dire « nous pouvons frapper de l'espace ». Eh bien, les Chinois ont fait la même chose, ont envoyé un satellite, ils ont envoyé une fusée pour le détruire. C'était un message clair, vous avez un satellite, mais nous pouvons le détruire. Très bien. Donc aujourd'hui, pour être réaliste, c'est un équilibre des forces. Ce n'est pas ma volonté à moi tout seul ou celle de mon En tout cas, rival. affiché par Trump. Hein. Oui, mais il peut afficher ce qu'il veut. Mais voilà. Oui, professeur Miomni, peut-être une réaction par rapport à cette question évoquée par professeur Mrabbet et ces équilibres, justement, et aussi équilibre économique, pour le coup. Je vais réagir à ça, puis je vais quand même revenir au sujet pour lequel on parle aujourd'hui, le sujet de l'Iran. Alors, pour réagir à ça, moi, je suis vraiment très gêné
que les pays du Sud mondial, et principalement les pays arabes et musulmans, soient un petit peu le laboratoire des bras de fer qui se passent entre les Chinois d'un côté, les Européens d'un côté, les Américains d'un côté. Et ça ne s'est pas arrêté aujourd'hui dans cette région du Moyen-Orient. C'est en train aujourd'hui de prendre aussi des territoires au Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, dans la région du Sahel. Je trouve ça très navrant parce que ça va empêcher le développement de ces nations. Et ce que je trouve navrant aussi, c'est que c'est souvent financé par des pays riches et qui n'ont pas utilisé leur manne pétrolière et gazière pour le développement de leurs citoyens. Et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, ce que les Américains ont essayé avec les Iraniens, c'était de les neutraliser. Et les Iraniens, ils ont utilisé la stratégie de collier de perles qui est la stratégie géopolitique des leurs de prendre des territoires. Les gagnants de cette affaire, ce sont les Turcs parce qu'ils utilisent la même stratégie de collier de perles, mais économique. Et ils prennent des marchés un peu partout, en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient. Donc nous avons peu comme la Chine, finalement. Un peu comme la Chine. Et les Iraniens, un peu comme les Russes. Et c'est aussi une question de mentalité aussi, de région. C'est un petit peu la Caucase. Les Chinois, les Iraniens et les Russes sont plus dans les territoires. Et les Chinois et les Turcs sont plus sur l'économie, sur ce qui est une hégémonie, entre guillemets, mais plutôt économique. Alors, je reviens quand même sur les Iraniens, parce que c'est très important. Khamenei a fait plusieurs discours, parce que, quand vous m'avez invité, j'ai fait des recherches pour comprendre l'économie, je peux en parler, mais aussi leur philosophie. Alors, Khamenei, dans ses discours, il dit « Une menace existe, un défi est posé, mais il ne s'agit pas d'une impasse ». Et du coup, ils ont développé ce qu'on appelle l'économie de la résistance, pas de la résilience, de la résistance. Ça veut dire je substitue importation, c'est ça. J'apprends à produire et je produis mes besoins. Le jour où je serai sous embargo total, je pourrai survivre. Voilà, c'est un petit peu ça. Très bien. Une réaction, Hafid Boutaleb, il nous reste 3 minutes, donc peut-être pour clôturer ce débat. Est-ce qu'on risque quelque chose au Maroc ? Écoutez, le Maroc, on ne risque rien visiblement. Aucun pays maghrébin n'a fait ni le Maroc ni aucun pays maghrébin n'a fait de déclaration parce qu'on est loin de la région. Nous, vous savez que ce qui peut-être préoccupe la préoccupation la plus proche, c'est ce qui se passe en Libye. En Libye, ouais. Et donc l'Iran, ça paraît un peu loin. Mais pour revenir à ce qu'a dit M. Youmni, la préoccupation de terrain qui existe chez les Russes et chez les Iraniens, c'est vrai. Mais vous savez, je reviens au célèbre historien du XIXe siècle, Clausewitz, qui avait dit que Napoléon a perdu parce qu'il était toujours dans l'idée de terre. Et les Britanniques ont gagné parce qu'ils l'ont vaincu, parce qu'ils étaient dans l'idée de l'économie. Voilà. Alors, cette idéologie qu'on a pu observer chez les mollahs de mort à l'Amérique et puis l'expansionnisme iranien en mettant le croissant iranien, le croissant chiite que vous avez parlé, que vous avez qualifié de collier de perles, cette idéologie elle est dépassée et quel que soit leur mouvement, finalement, une montée de sanctions finit par achever l'économie iranienne et mettre à genoux donc les positions des mollahs. Et donc finalement, peut-être ce qui pourrait apaiser la région considérablement, c'est un changement d'idéologie à Téhéran et puis considérer que d'abord, il faut ne cesser d'appeler l'Amérique à la mort de l'Amérique, puisque quand même c'est extraordinaire, c'est partout dans ce pays, il y a un appel officiel à la mort de l'Amérique et puis on s'étonne qu'il y ait des sanctions. On ne peut pas s'étonner qu'il y ait des sanctions quand on a des positions aussi radicales. Et puis, donc, tempérer avec les alliés des Américains également et peut-être essayer de chercher une solution globale qui inclut tous les États du Moyen-Orient. Très bien. Donc, et ça, peut-être, ça rapporterait plus de paix à la région. Harbi Mrabat, un dernier mot, justement, par rapport à cette tension, à cette crise entre Washington et Téhéran, et puis peut-être une projection dans l'avenir. Oui, d'abord, les deux pays ont appelé à l'apaisement, jouent l'apaisement. Exact. Ça, c'est déjà quelque chose. Plus tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on risque pas d'aller dans une guerre totale, foudroyante, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants. On a plus à perdre dans une guerre qu'à y gagner. Là, pour faire un peu de prospective, je crois que ça dépendra de beaucoup de choses. Vraiment, c'est très compliqué. Ça dépendra d'abord des États-Unis. Est-ce que Trump sera là pour un deuxième mandat ou il sera destitué? Sans oublier que ça ne changera pas grand-chose à la politique américaine parce qu'il y a autant de démocrates que de républicains vont en guerre.
Donc, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de politique, d'hégémonie, tout ce que vous voulez. D'establishment, oui. Voilà, d'establishment et d'idéologie. Ensuite, il faut voir comment la Chine gérera tous ces projets. Parce que la route de la soie, c'est économique, mais aussi il nécessite une présence militaire. D'accord ? Ça dépendra aussi de la Russie. La Russie estime qu'elle a été bafouée suffisamment et ne fait plus confiance à l'Occident, sauf à mettre toutes les cartes sur la table, etc. Et ça dépendra de tous les États de la région, c'est-à-dire l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, etc. etc. Est-ce qu'ils vont toujours continuer à se tourner vers l'extérieur, à voir comme un peu les chats qui se surveillent, ou est-ce qu'ils vont mettre plus de poids sur leur politique interne pour, comme disait Sioumni, développer leur pays sans chercher tout le temps des ennemis, des adversaires, etc. etc. Et quand on a cette vision-là, on peut toujours négocier, on peut toujours bénéficier des uns et des autres. Un dernier mot, professeur Youmni, vraiment un mot. Trump sera là. Voilà. D'abord, oui. Trump sera là. Deuxièmement, l'impact... Bon, pour le coup, Khamenei aussi. Khamenei aussi, sauf s'il décède parce qu'il est âgé. L'impact sur le Maroc, il sera vraiment très neutre. On est très loin, on n'est pas interdépendant. Par contre, si je pouvais conseiller les Iraniens, c'est de chercher la pacification pour créer un autre monde et sortir tous ces pays arabes et musulmans de guerres fratricides qui ne nous mènent pas au développement ni à la prospérité. Et tout l'argent qu'on récupère du pétrole, on est obligé d'acheter des armes pour jamais les utiliser et pour ne pas nous défendre. Et du coup, il faudrait créer un monde meilleur pour les générations futures. Voilà ce que je En tout cas, en ce début d'année, cela sonne comme des bonnes résolutions pour cette région du Moyen-Orient. Il faut rejoindre l'initiative de la Malaisie. Exactement. Merci beaucoup, Larbi Mrabet Abdelatif Youmni, Hafed Boutaleb, d'avoir enrichi ce débat autour des tensions entre Washington et Téhéran et leurs plausibles impacts directs ou indirects sur la région et sur le reste de l'économie mondiale. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.